Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a un temps comme ça concentré, donc je vais essayer de vous dire un maximum de choses, de partager plein de choses avec vous pour effectivement essayer de transformer le négatif en positif. Juste une petite parenthèse, moi je me définis comme étant un tératologue. Alors ça peut paraître bizarre ce terme, mais j'ai pas de toge, j'ai pas de gros médaillon, il n'y a rien de gourouesque dans ce que je vais vous raconter. C'est simplement que moi j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. J'aime bien étudier des situations extraordinaires pour comprendre finalement notre quotidien qui semble un peu plus ordinaire. Donc c'est pour ça que je vais à la rencontre d'astronautes, de survivants du K2, de l'Everest, de négociateurs du GIGN, du RAID. En ce moment, je travaille avec quelqu'un qui était pendant 18 ans dans le couloir de la mort. Je travaille avec des comédiens, des réalisateurs, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir ces populations, où on a généralement des niveaux de stress assez élevés, c'est comme si on voyait des phénomènes à la loupe grossissante. Donc tout ce qu'eux expérimentent dans des situations extrêmes, en fait, nous, on l'expérimente aussi, simplement, on n'en a pas vraiment conscience, alors que ça a un impact direct sur nos prises de décision, sur nos choix de vie, sur la qualité de la relation à l'autre, sur notre santé psychique et mentale et physique. Bref, voilà pour la petite présentation. Tout ce que je vais vous dire aussi est assez simple, globalement. C'est-à-dire que quand j'écris un livre, quand je fais une conf, généralement j'écris et je soumets à ma fille de 10 ans, l'aînée, et je lui demande si elle comprend ou pas. Et s'il y a un point qu'elle ne comprend pas, je réécris. On est dans un milieu où on veut croire que plus c'est sophistiqué, plus c'est chiadé, plus c'est esthétique, les tourneurs de phrases, les flots argumentatifs, plus c'est intelligent. Ce qui n'est absolument pas le cas, et je vous donne juste une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je discutais avec quelqu'un qui a un best-seller dans sa discipline, qui est un chercheur, et il m'expliquait, il me pitchait son dernier bouquin. Et là, il me disait une chose, il commençait à me raconter son truc, et je lui dis, écoute, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris ce que tu as raconté. Et donc là, il tente une V2, donc il essaye à nouveau de me repitcher son livre, puis une V3, puis une V4, ça reste toujours un peu flouté pour moi. Et au bout de la V10, il me dit, écoute, je crois que ce que j'écris dans mes bouquins et ce que je raconte à mes étudiants, je ne le comprends pas moi-même. Alors bon, là, j'ai dit, écoute, on va aller boire un coup. Je voyais, il avait le moral dans les chaussettes. Mais bon, bref. Oui, simple. Les choses les plus élémentaires sur le genre humain sont aussi les plus simples, aussi simples qu'un enfant peut les comprendre. Et il y a quelqu'un que j'adore et que je vous encourage à lire. Alors, il n'existe plus. Il s'appelle Stephen Jay Gould. C'est un paléontologue qui avait des pages comme ça dans Le Monde extraordinaires. Et lui disait cette chose-là, moi, qui m'a toujours marqué et qui drive d'une certaine manière mes recherches en psychologie sociale. Il disait « La vie préfère souvent la simplicité à la complexité ». Et je crois que c'est vrai. Donc je vais essayer de vous dire des choses concrètes. Je vais essayer de vous emmener dans différents univers. Et derrière, que vous puissiez partir avec des petits conseils simples, pratiques, mais supra-efficients. On parle de crise. Depuis quelques temps, il y a une vraie crise psychologique qui existe dans le monde et qui touche l'humanité. Moi, je lui ai donné un nom, je l'ai baptisé HUM. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot HUM, H-U-M. Un HUM émotionnel négatif. C'est tout simplement pour dire qu'il y a un trop-plein de négativité. Bon, on le voit, on est kalachnikovés de tout un tas d'éléments. La crise ukrainienne, avant ça le Covid, là, il y a l'actualité encore aujourd'hui, la crise économique. Bon, bref, on est un peu comme un boxeur retranché dans le coin du ring et qui se prend plein de coups. Et l'idée, c'est de se dire, mais comment est-ce que tu peux faire un moment pour renverser ce hum émotionnel négatif qui est une incidence sur nous? Ça crée des troubles psychosomatiques. On digère plus mal depuis quelques années. On dort moins bien. Résultat, vous le voyez au combat. On sécrète beaucoup plus de cortisol, de l'hormone du stress, depuis quelques années. D'ailleurs, les chiffres en entreprise font un peu peur. Là, je vous en ai donné juste quelques-uns issus de quelques études et d'un sondage récent. Ça a un coût en plus pour les organisations. Quand tu t'attaques pas à ça, à un moment, tu payes. Tu payes la facture à la fin. Il y a un sondage qu'on a fait également dans le cadre d'un bouquin qui montre que près d'un Français sur deux se sent plus angoissé qu'il y a 5 ans. Et le gros problème, c'est que ces personnes-là ne sont pas outillées pour gérer leur stress.
Et l'autre problème, c'est que ce qui vient alimenter ce émotionnel négatif, c'est que 9 peurs sur 10 que vous ressentez, c'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. Si tu souffles dessus, il n'y a plus rien. C'est factice, c'est du fake. Et d'ailleurs, ça dépend même de ce qu'on mange. Il y a des études qui vous montrent que si vous mangez des produits trop transformés, trop industriels, etc., tout ce que vous voulez, eh bien, il y a un impact direct de ce que vous avez ingéré sur votre émotionnalité, via une communication entre les neurones du bas, qui tapissent les parois intestinales, et les neurones du haut, via soit le nerf vague, soit par voie sanguine. Il y a des échanges qui se font indirectement et qui vous font naître des pointes d'angoisse. Le problème, c'est que le cerveau humain, souvent, il se fait avoir comme un bleu. Et donc, c'est un peu un sapeur-pompier qui va essayer d'éteindre tous les feux qui s'allument ici et là dans votre cerveau. Ça, c'est extrêmement énergivore. Et on peut très vite, être en sur-régime et imploser. Ça s'appelle le burn-out, ça s'appelle le bore-out, ça s'appelle la dépression, etc. etc. Bref, et il se trouve que toutes ces peurs exagérées qu'on rencontre ici et là avec des fréquences fortes ont une incidence directe sur votre santé. Hyperglycémie, hypertension, eczéma, problème de peau, etc. Bon, bref, tout ce que je vous dis là devrait être d'une certaine manière remboursé par la sécurité sociale, cette conférence, donc je viens avec tout ça. On parle de crise. La crise, en réalité, c'est un terreau fertile au développement de soi. Je ne sais pas si vous connaissez le théorème du homard qui a fait le buzz il y a quelques années sur le net. Ça vous parle, ça ? C'est le docteur Abraham Tversky qui l'avait énoncé. Et c'est assez simple. Il disait, un jour, il était dans le cabinet de son médecin, en train de patienter. Et là, il feuillette un magazine. Et dans ce magazine, il y a un dossier spécial qui est consacré au roi des crustacés, au homard. Et en gros, le dossier raconte l'article, que le homard, s'il fallait le résumer en 2 dimensions, c'est un animal qui est une armature, une carapace, dans laquelle on loge un corps mou. Okay, cette carapace, elle est top parce qu'elle te protège de l'environnement hostile, des prédateurs, etc. Sauf que, au fil des heures, des semaines, des mois, le corps mou logé dans cette carapace, lui, il grandit. Et au bout d'un moment, cette espèce d'armature, ça devient une prison dorée. Et ça empêche le homard de se développer. Qu'est-ce qu'il fait instinctivement pour continuer sa croissance ? À un moment, il va se contorsionner en V. Donc ça demande un effort, espèce en voie de disparition. Et en faisant ça, il va fendre en 2 son exosquelette. Et comme par magie, en fait, il va quasi renaître de ses cendres avec une nouvelle armature, encore un peu malléable, mais qui va être adaptée à sa nouvelle morphologie. En fait, c'est ça. Dès que tu as une crise, un moment, il faut opérer un changement de soi. C'est là où ton cerveau, qui est quand même le seul organe du corps qui est dédié à l'adaptation et qui a besoin d'être nourri par du changement. C'est une hérésie d'être dans une société qui est trop confortable pour le cerveau, de vouloir tout déléguer, d'avoir des apps pour tout qui vous satellisent, etc. Tout ça va en fait être contre-productif. Le cerveau, il a besoin à chaque fois d'avoir du changement. Et quand il y a du changement, en vrai, c'est là où il est le meilleur. Donc le théorème du homard, c'est un théorème qui vous pousse en fait à entrer en mouvement. On a tout le temps d'être immobile, ça s'appelle la mort. Le mouvement, c'est la vie en fait. Donc Adam Tversky milite pour ça. Et il se trouve que vous avez une catégorie d'individus qui sont doués d'un GPS intérieur psychique qu'on peut comparer à Waze. Et ces personnes-là savent non seulement s'adapter à leur environnement, mais en plus, ils savent créer des opportunités à partir de choses négatives. Ces personnes, on les appelle des émotionnellement intelligents, des individus émotionnellement intelligents. Ils représentent moins d'1% de la population. Eh bien, ces personnes, peu importe la nature de l'émotion, qu'elle soit plaisante, déplaisante, qu'il s'agisse de la jalousie, de la colère, de la honte, de la culpabilité, ou de l'enthousiasme, de la sérénité, de la joie, etc., eh bien, ils savent transformer cette information en une action ou un comportement qui, globalement, te permet, la plupart du temps, de prendre la bonne décision pour toi. Celle qui te permet d'atteindre un objectif, de t'adapter à tel ou tel type de situation.
Et il se trouve que ces personnes-là, on les scrute avec mes équipes à la loupe. Donc on a créé un test qui s'appelle d'ailleurs le QE Pro, QE pour quotient émotionnel, donc la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle, et qui est spécifiquement dédié pour les dirigeants, managers d'entreprise. Et sur la base de ce test-là, eh bien, tu peux développer, une fois que tu connais ton profil émotionnel, eh bien, tu peux développer tes compétences émotionnelles. Alors l'intelligence émotionnelle, elle fait le buzz depuis le milieu des années 90. Et en ce moment, il y a un boom extraordinaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, par exemple, en kiosque, le dernier numéro de Psychologie Magazine, avec Léa Salamé en couverture. Et bien de là, vous avez directement, en fait, à peu près une dizaine de pages qui sont dédiées à comment tu peux développer cette compétence supra-utile. Et je trouve que cette forme d'intelligence, c'est finalement, aujourd'hui, maintenant, quand c'est la déceler métriquement, c'est un petit peu, c'est la formalisation de ce que disait Pierre Dac. Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. C'est exactement ça. Et lorsque vous développez vos compétences émotionnelles, il se passe des choses assez intéressantes. On sait aujourd'hui que quand vous faites ça, vous gérez mieux votre stress. Vous augmentez de la qualité de la relation sociale avec autrui. Vous avez 3 fois plus de chances de ne pas tomber en burn-out. Vous prenez de meilleures décisions, notamment dans des situations complexes ou à enjeu. Vous êtes moins addict à des substances type alcool, cocaïne, tout type de drogue un peu dure. Vous êtes moins toxique pour votre environnement et donc pour vous-même. Parce que vous savez, la toxicité... Moi, je parle des enflures toxiques. C'est une espèce que je combats un peu, qui prolifère un peu comme les lapins dans la verte prairie écossaise. Il se trouve que cette toxicité-là, tu peux la baisser, quand on parle de perversion narcissique, de machiavélisme, de tendance psychopathique, toutes ces personnes qui vous pourrissent le quotidien, eh bien, si vous voulez agir là-dessus, baisser en fait ce niveau de toxicité, il vous faut augmenter votre niveau d'intelligence émotionnelle. On vient de le démontrer avec des collègues chercheurs dans un papier qu'on est en train d'écrire. Et il se trouve que lorsque tu développes tes compétences émotionnelles, tu réduis de manière significative les carences émotionnelles. Et donc, tu consommes moins de boîtes, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc. Et il y a une étude qui a été menée par une chercheuse en psycho et un économiste célèbre et qui te montre que si tu augmentais de 10% le QE moyen au niveau d'un pays, eh bien, tu diminuerais de 10% les coûts de santé associés à des carences émotionnelles. Donc moi, j'ai eu souvent des débats comme ça avec des ministres de la Santé en disant, mais par rapport à tout ça, à un moment, mettez en place des plans de développement de compétences émotionnelles, le plus tôt, le mieux, comme ce que font les petits Américains, les Espagnols, etc. Il y a un impact direct au niveau de la santé publique. 21. Alors ce chiffre, il est un peu fantasmé dans l'imaginaire partagé, mais 21, c'est un chiffre clé pour nous chercheurs en émotion, c'est qu'il suffit de 21 millièmes de seconde pour qu'une personne transmette son émotion à autrui, qu'une émotion passe d'une tête à une autre, d'un corps à un autre. 21 millièmes de seconde pour induire chez autrui soit une émotion toxique, soit une émotion bénéfique. C'est pour ça que, et c'est un peu l'objet aussi de cette intervention, c'est que quand tu sais ça, tu ne peux plus ignorer que tu dois soigner ton empreinte émotionnelle. Le CO2, les petits oiseaux, on en parle, c'est très bien, on parle d'empreinte carbone. Mais moi, je vous parle aussi dans ce grand volet écologique d'empreinte émotionnelle. Qu'est-ce que tu as envie d'être comme être humain sur ce CDD de vie qui t'est donné ? Est-ce que tu as envie d'être un seigneur Sith, Dark Vador, ou un maître Jedi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Parce que c'est très très simple de contaminer autrui, surtout lorsque tu as une position hiérarchique. Toutes les études montrent que quand tu es en position hiérarchique, parce que les gens, tu fais un peu la pluie et le beau temps, je sais pas, sur leur planning, sur leur bonus, sur leur promotion, sur les congés que tu accordes, etc., etc., les gens, du coup, ils sont un peu plus attentifs à tes comportements. Donc, ils captent plus facilement tes émotions. Donc, ils s'imbibent plus facilement, un peu comme des bobs ou des bobettes l'éponge, des émotions qui viennent du haut. Donc là, il y a une vraie responsabilité. Qui t'as envie d'être, en fait ? Eh bien, on remarque que les personnes qui développent, qui travaillent leur intelligence émotionnelle, sont des personnes, en vrai, qui font du bien autour d'elles.
ce sont des agents pathogènes d'émotions bénéfiques. Et c'est pour ça qu'on les target, qu'on les cible dans plein de boîtes à des postes clés. Aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que je conseille 3 patrons du CAC 40, par exemple, qui ont littéralement transmuté leur boîte. Et ils sont toujours à la tête de leur boîte, ce qui montre que quelque part, il y a quelque chose, en fait, dans leur action. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce propos de un de mes prix Nobel de la paix préférés, feu Desmond Tutu, qui disait « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » Donc comment est-ce que tu renverses le hum émotionnel qu'en vit aujourd'hui? C'est en devenant un agent pathogène d'émotions bénéfiques à haute dose. Il n'y a rien de mieux pour combattre le négatif que d'instiller du positif. Et l'intelligence émotionnelle permet ça. Alors, concrètement, comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui est émotionnellement intelligent? C'est là, maintenant, où je vais vous embarquer dans des univers un peu particuliers. Il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai fait la rencontre de cette femme qui s'appelle Annette Herfkens, qui est là avec sa fille. Et Annette Herfkens, aujourd'hui, elle est auteure best-seller dans le monde. Elle a écrit un livre qui s'appelle Turbulence. Je ne sais pas si ça vous parle, Turbulence en français. Et Annette Herfkens, elle était, donc là on est dans les années 90, on est précisément en 92, elle est sur un banc avec son amoureux, elle est profondément amoureuse de Patch, et les deux sont des financiers. Annette Herfkens, elle a une mécanique intellectuelle qui est super bien huilée. Il se trouve que c'est l'une des premières traders femmes européennes à Wall Street, elle parcourt le monde, et ce 14 novembre 1992, eh bien, elle est invitée par son amoureux dans une station balnéaire vietnamienne. Et pour se rendre dans cette station, eh bien, ils doivent prendre un avion, un Yak 40. Alors, petite parenthèse, si un jour on vous invite quelque part et que vous devez prendre un Yak 40, surtout ne montez pas à l'intérieur de ce truc. C'est l'un des avions les plus dangereux au monde. Hein. C'est une espèce de caisse de sabot volante. Ça tremble de partout. Bref. Bon, des fois, on fait des conneries par amour. Là, elle en a fait une belle. Elle monte dans ce Yak 40. Et il se trouve que l'avion s'écrase en pleine jungle vietnamienne. Et Annette Herfkens est la seule survivante. Donc, vous imaginez le truc. Elle perd son amour de toujours. Il y a des morts autour d'elle. Elle est dans un environnement plutôt hostile parce que là, tu as plein de bêtes féroces qui en veulent à ta chair, à ta masse musculaire. Elle a les 2 jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de bestioles ici et là. Bon, bref, elle est un peu mal au point. Et ce qui est assez fou, c'est que cette personne QE++, c'est comme ça que j'ai parlé des individus émotionnellement intelligents, à aucun moment, elle a eu réellement peur. Elle n'a pas paniqué. Et là, elle m'a expliqué, alors c'est le fruit de 2 ans d'entretien en Creuse. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'elle a réussi justement à s'adapter à cet environnement hostile. Elle me dit, mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'autre. Alors, je dis, vas-y, développe un peu ton propos. Elle me dit, quand j'étais dans la jungle, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire qui est un peu comparable à ce que vit le jeune sorcier Harry Potter. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans d'Harry Potter dans la salle, mais Harry Potter, quand il est attaqué par des détracteurs ou des monstres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de fans. Il est attaqué, c'est parce qu'il y a une espèce de bulle de protection. En fait, il va faire un patronus. Okay, c'est un enchantement. Il y a une espèce. Alors, c'est une image, tout ce que je vous donne. Il y a cette bulle de protection qui fait que ça fait effet bouclier. Aucun monstre n'arrive à atteindre, en fait, le jeune sorcier. Et qu'est-ce qui vient constituer ce bouclier? Ce sont des souvenirs positifs inconsciemment stockés dans sa mémoire de bons moments passés avec ses parents biologiques. Des souvenirs positifs. Eh bien, Annette Herfkens, ce qui l'a sauvée, ce sont des souvenirs émotionnels positifs. Parce qu'avant le crash, Annette Herfkens, elle a investi affectivement dans l'autre. Et quand tu investis affectivement dans l'autre, donc tu passes du temps avec autrui, tu lui consacres du temps, que tu es vraiment avec l'autre, pas forcément que sur ton téléphone ou en train de checker tes trucs ou à penser à autre chose, eh bien ça crée des ancrages dans ta mémoire. Et ces choses-là sont mobilisables plus tard pour t'aider à rebondir, à être résilient. Pour moi, investir dans l'autre, c'est la première des valeurs psychiques refuge. C'est mieux que d'investir dans l'or, c'est mieux que d'investir dans l'immobilier.
Bon, surtout sous Macron. Bref, bon, en plus on est filmé. C'est ça la première valeur psychique, refuge. Si tu ne fais pas ça et qu'il t'arrive un coup dur, ça va être très compliqué de se relever. Donc là, il y a une forme de retour sur investissement affectif qui s'opère. Et d'ailleurs, ce qui est assez fou, des études récentes te montrent que si on prive quelqu'un de tout contact humain avec autrui, donc ça peut être du chat, échange SMS, échange de visu, etc., peu importe, de 10 heures. Donc 10 heures de privation. 10 heures, pas l'application, 9 heures plus 1 heure, de temps. Eh bien, dans ton cerveau, il y a une zone qui s'active et qui est exactement la même zone qui s'active lorsque tu es totalement assoiffé en plein désert. Donc ce besoin-là, c'est un besoin élémentaire. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on est tout en haut de la pyramide des espèces. Mais bon, bref, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Donc l'individu émotionnellement intelligent, qu'est-ce qu'il fait ? Il investit dans l'autre. Et en plus, on se rend compte, dans une société très individualiste, très auto-centrée, très instagrammante, qu'on perd un peu le fil de ça. Quand tu perds le fil de ça, tu te mets en danger. Tu ne t'assures pas une posture psychique de rebond quand un mauvais coup te tombe sur la tête. Autre chose que me révèle Annette Erfkens, c'est que surtout, il ne faut pas se mentir à soi-même. Moi, je vois, que ce soit dans les formations, dans les contacts avec les lecteurs, les lectrices, dans la rue même, et puis autour de moi, dans mon entourage, je vois des personnes qui ont des postures totalement zombiesques. Vous les voyez déambuler dans les rues ou dans les couloirs comme des zombies totalement médicamentés. Et ces personnes-là, souvent, ont des trajectoires de vie qui ne sont pas les leurs. Soit elles se sont engagées dans une voie parce que ça faisait plaisir aux parents, soit parce que c'est un truc un peu mainstream et ça plaît, parce que socialement, c'est bien d'être ici ou quoi. Mais ces personnes-là, en fait, passent à côté de leur sujet, et leur sujet, c'est eux-mêmes. Et on les reconnaît, et le corps est plutôt bien fait. C'est-à-dire que ces personnes qui se mentent à elles-mêmes, généralement, elles ont le teint blafard. Un peu que t'as une sale tête, comme après une cuite ou un truc comme ça, un réveil un peu compliqué, tu te regardes dans la glace, tu fais waouh, j'ai une sale tête quoi. Si ça perdure, il peut y avoir des explications liées à ta santé, tu as peut-être attrapé tel ou tel virus, etc. Mais si ça continue dans le temps, c'est qu'en fait tu es désaligné émotionnellement. Donc en fait ça, c'est quelque chose, un signal fort. Lorsque vous voyez des personnes comme ça, c'est leur corps qui dit à son entourage « SOS, aidez-moi en fait ». Et c'est également un signal pour vous. Dans cette société narcissique où on se regarde vachement dans les miroirs, soyez attentifs un peu à vous-même. Et si vous voyez que vous avez systématiquement ce teint blafard, eh bien derrière, c'est que vous n'êtes pas aligné émotionnellement. Parce que des études en neurosciences sociales montrent que lorsque c'est un espèce de chaos technique émotionnel, que vous refoulez tout un tas d'émotions, que c'est un peu flou émotionnellement parlant pour vous, eh bien derrière, il y a tout de suite un impact au niveau de la colorimétrie épidermique. Le teint vire blafard. Donc ça, c'est un signal qui est assez fort. Pas se mentir à soi-même, et moi je vois trop de gens comme ça qui sont totalement paumés. Annette Erfkens, comme ces fameux 1% d'individus QE++, lorsqu'il leur arrive une tuile, ils ne rentrent pas dans un tunnel de la victimisation. Ah, c'est la faute du politique. Ah, c'est la faute du machin. Non, à un moment, tu prends tes responsabilités. Tu ne peux pas compter que sur ton environnement. Et pour sortir de ce tunnel de victimisation, qui touche quand même pas mal de monde, surtout en France, eh bien derrière, il y a des petites techniques très simples à mettre en place qu'utilisent des psychothérapeutes, etc. Essayez ce petit jeu. Si vous sentez que vous êtes dans la plainte constante, eh bien, dites à votre entourage, écoute, la prochaine fois que je me plains, dis de moi, oh pauvre de toi, oh mon pauvre vieux, oh ma pauvre vieille. C'est un truc un peu condescendant comme ça. Eh bien, quand vous le faites et que vous remarquez que les autres, en fait, vous le disent très souvent, or au début, ça peut un peu vous agacer, ça vient un peu égratigner votre ego, vous pouvez le prendre mal. Il faut passer cette étape-là, d'accord ? Il faut passer ce premier col. Mais si vous passez ce col-là, eh bien, au bout d'un moment, lorsque vous allez imaginer, formuler votre plainte, donc même avant de la verbaliser, vous allez déjà avoir une petite voix dans votre tête qui va vous dire « Oh, mon pauvre vieux, oh, ma pauvre vieille ». Et vous allez en rire.
Et si vous arrivez à atteindre ce stade-là, eh bien, vous allez sortir de ce tunnel de la victimisation qui n'amène pas grand-chose. Parce que c'est très bien, au début, ça amène un peu de chaleur humaine. Tu as un coup de mou, etc. Il y a des gens qui viennent avec des postures supermanesques. On enfile le collant bleu, la toge, le machin. On vient t'aider dans une posture empathique. Très bien. Sauf que si ça devient récurrent, au bout d'un moment, t'emmerdes tout le monde, en fait. Et quand t'appelles les gens, désolé, je passe sous un tunnel. Tu peux pas passer ça. Ouais, non. Tu commences à déjeuner tout seul, etc. Bref, derrière, ce qui t'attend, c'est la déshérence psychique, c'est la solitude physique et psychique. Donc, il n'y a rien à gagner à être dans ce système-là, qui d'ailleurs atteint aussi votre propre physiologie. Allez, on passe à quelqu'un d'autre, parce que je vais vous faire découvrir plein d'univers. Lui, c'est une star américaine du survivalisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il s'appelle Captain Hawk. De son vrai nom, c'est Michael Hawk. C'est un ancien des forces spéciales, ancien béret vert, le type, il parle 7-8 langues, il a un master en psychologie, il a une émission sur Discovery qui est regardée par des centaines de millions de téléspectateurs aux États-Unis. Et ce gars-là a un niveau d'intelligence émotionnelle super élevé. Et lui, les crises, les moments compliqués, il connaît bien. Et je vais partager avec vous une anecdote pour vous expliquer une autre posture de l'individu émotionnellement intelligent que vous pouvez facilement vous implémenter dans vos vies. Il se trouve qu'un jour, plutôt une nuit, ils avaient confisqué, donc c'était un groupe commando, ils avaient confisqué un jet privé d'un baron de la drogue. Et leur objectif, c'était de repérer un camp de base dans un territoire ennemi. Et donc, ils devaient survoler comme ça, en rase-motte, ce territoire. Et à un moment, ils survolent des montagnes assez pointues. Et là, c'est un bimoteur, il y a une panne sur un des moteurs. Donc là, vous avez le pilote plutôt chevronné, 30 ans de force spéciale, bon, il sait faire, pas de problème. Sauf que quelques secondes plus tard, deuxième panne moteur. Alors là, t'as beau être super entraîné, t'as beau avoir eu les entraînements les plus intensifs qui soient, il paniquait. Il dit, on va mourir en fait. Bimoteur, 2 pannes, c'est pareil, t'as une espèce de truc lourd qui va s'écraser incessamment sous peu. Donc le pilote avait la petite gouttelette comme ça qui ruisselait le long de la tempe, il n'était pas bien. Et Captain Hawk, qui n'était pas bien à un moment, se met à se marrer. Ce qui peut sembler bizarre, mais pas tant que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ou vous étiez à un enterrement, peut-être même d'un proche, et où d'un coup, sans contrôler le truc, vous aviez envie de rire, en fait. Ça, c'est très freudien, c'est pour libérer de la tension psychique. Ok, il y a trop de poids sur ta psyché, donc à un moment, il faut que tu libères le truc. C'est les nerfs qui parlent. Lui, c'est pareil, sauf qu'en faisant ça, il se met à pratiquer ce qu'on appelle l'autodérision. Donc il se met à se dire, écoutez les gars, vous imaginez un peu les gros titres dans la presse le lendemain, des membres des forces spéciales se sont crachés dans le jet privé d'un baron de la drogue, ils sont tous morts dans un nuage de cocaïne. La honte absolue, toi, t'as pas fait 30 ans et de bons loyaux services pour arriver à ça gravé sur ta pierre tombale. Est mort, dans le nuage de coco. Pas ouf, quoi. Bref, et donc ils se mettent tous à se marrer. Le rire est contagieux, y compris le pilote. Et à un moment donné, donc tout ça se passe en quelques secondes, le pilote se redresse. Et généralement, quand tu te redresses psychiquement, tu te redresses aussi physiquement. Et il a une espèce d'eureka, un tilt, une image devant lui qui s'affiche, une image mentale. Et là, il a cette image d'un terrain qu'ils avaient passé, qu'ils avaient survolé quelques kilomètres auparavant, et sur lequel tu pourrais en fait atterrir sans te faire canarder par les forces ennemies. Donc il décide de faire demi-tour, avec l'inertie qu'il a, il prend le vent de face, il surfe sur des vents ascendants, descendants, ils arrivent à atterrir et ils finissent tous sains et saufs. Une des premières armes de l'individu émotionnellement intelligent, c'est que quand ça claque fort, quand tu es en situation critique, c'est de pratiquer l'autodérision pour trouver une solution à ton problème. Parce que ça vient déclencher un processus qui a été découvert il y a très 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 longtemps, mais qui a encore vachement d'actualité, qui est ce qu'on appelle la pensée latérale. En gros, l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Lorsqu'il y a un problème qui se pose à toi, tu n'es pas obligé de le traiter supra-sérieusement. Et d'ailleurs, plus tu montes la mayonnaise et tu prends les choses au sérieux, plus tu as de chances
réellement de te planter en fait dans ton choix, ta prise de décision, le comportement que tu vas adopter. Il se trouve que quand on pratique l'autodérision et qu'on est donc un gélotophile, alors rien à voir avec les fans de glace italienne, hein, donc c'est les personnes capables d'autodérision. Dans un monde gouverné par l'ego, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Okay, on n'aime pas tous pratiquer l'autodérision, alors qu'il le faudrait. Mais lorsque tu es gélotophile, il se passe des choses dans le cerveau. Il y a notamment des zones du cerveau qui s'activent, qui sont celles qui sont directement impliquées dans la gestion de l'attention, la production de pensées créatives et adaptatives. Autrement dit, lorsqu'il y a quelque chose de compliqué, imaginons il y a ton gamin qui est coincé sous une grosse bûche de bois. Voilà, il va avoir un petit trauma quand il va voir son père se marrer devant lui ou sa mère. Okay, bon, c'est comme ça, mais il aura la vie sauve. Et bien derrière, ça peut vous donner une idée créative pour le sortir de ce mauvais pas. Et en plus, ça vient, lorsqu'on pratique l'autodérision, déclencher une pompe à endorphine. Ça vous donnera la sensation d'être super fort, d'être capable d'affronter le problème qui est face à vous. Donc, autodérision, ça, c'est aussi l'apanage de l'individu QE++. Ça, je vais aller très très vite là-dessus. On est dans une société du non, N-O-N. Moi, je suis pour qu'on réhabilite une espèce en voie de disparition composée exclusivement de voyelles, qu'est le oui. Non, c'est trop cher, non, c'est trop ceci, non, c'est trop long, non, c'est trop machin, non, c'est trop... Oui. Quand tu commences à dire oui aux choses et oui aux gens, il se passe des choses. Parce que n'oubliez jamais que qui porte vos opportunités, c'est l'autre. Sans l'autre, il ne se passe rien, globalement. Il n'y a pas de projet d'entreprise. Il n'y a pas d'action dynamique collective. Il n'y a pas grand-chose. Tu prends l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, seul, il n'envoie personne sur la Lune, tout simplement. Donc ça, ouvrez dans votre agenda Outlook des demi-journées où vous dites oui quasi à tout. Alors, parce que moi, je disais ça l'autre fois à la radio, j'étais sur le plateau de Brigitte Lay, qui est une amie, et donc je commence à parler, oui, c'est important sur Louis et tout. Et donc là, il y avait une auditrice qui avait appelé, qui disait, oui, mais alors avec mon mari, en fait, si on te contacte pendant un Yes Day, ça te dirait un plan A3, un machin. Bon, ok, alors là, il y a ma copine qui va faire un peu la tête, etc. Bon, bref, après, c'est dans les limites éthiques, budgétaires que vous vous fixez, d'accord ? Et surtout avec les enfants, et surtout, ne jamais communiquer cette date, notamment aux enfants. Mais derrière, c'est là que les opportunités se créent. Je pourrais vous donner 1000 exemples là-dessus, y compris sur des chapitres de bouquins qui se sont faits parce qu'à un moment, j'avais répondu à quelqu'un dans mon Yes Day. Quand il y a un Yes Day, une demi-journée, que ce soit le matin ou l'après-midi, je fais la tournée des popotes, je vais sur les réseaux sociaux, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Et bien là, j'ai déjà des choses qui sont arrivées avec des témoins comme disait, tiens, ouais, moi je connais les équipes du commandant Cousteau, etc. Du machin. Bon, bref, ok, on se met en contact et ça donne lieu à un chapitre qui s'appelle Le Grand Bleu. Bref, il y a une vraie matérialisation de ce oui, et je trouve qu'on est dans une société qui est extrêmement fermante. D'ailleurs, je le dis un peu moins maintenant à la télé, parce qu'un jour, à force d'attiser le feu, c'est que chez moi, rien n'est fermé, en fait. J'ai pas d'alarme, mon portail est ouvert. Je ne ferme jamais ma porte de maison, en fait. Parce que la disposition mentale passe par une disposition physique. Les top managers avec qui je bosse ont toujours leur porte de bureau ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui dans la boîte, et là je parle de grosses boîtes du CAC 40, un gamin de 22 ans à l'étage du bas qui a une question parce que son N+1 lui répond pas, il peut aller voir ce big boss. Et ce big boss lui accordera systématiquement 2 minutes, même s'il est en réunion avec des personnes importantes, avec des clients. Et collectivement, les personnes qui assistent à la réunion vont répondre aux salariés pour débloquer sa situation. Donc la disposition mentale, l'ouverture mentale passe par une ouverture physique sur plein de choses. Réfléchissez à ça parce que souvent, lorsqu'on cloisonne tout, lorsqu'on ferme tout à triple, quadruple tour, derrière, il y a une corrélation directe avec notre mentalité. Donc là, il y a aussi des verrous à faire péter. Autre conseil, et je ne vais pas rentrer dans l'explication neurologique de la chose, mais Captain Hook le fait, et plein d'individus émotionnellement intelligents le font. Lorsque tu es face à une situation critique, face à un problème,
essaye de penser ce problème dans ta deuxième langue. Donc si ta deuxième langue, c'est l'anglais, pose-toi la question. Donc le problème pourrait être Where is Brian? Bon, bref. Voilà, on a tous la bonne réponse. Parce que ce gars-là se planque systématiquement dans la cuisine, quoi, en fait. Tu vois, le truc. Lorsque vous pensez dans votre deuxième langue, il y a des circuits neuraux qui se mettent en place. Il y a l'activation de certaines zones qui vont venir faciliter la pensée déductive. Donc essayez de faire ça, vous verrez que c'est redoutablement efficace. Alors que le problème soit, est-ce que j'investis ou pas dans l'immobilier? Est-ce que j'investis ou pas dans cette bagnole? Quel choix pour mes gamins? Quel lycée? Quel collège? Machin. Est-ce que je reste avec cette ou ce partenaire? Bon, alors j'assure pas le SAV de ce que je dis là. Okay, c'est des couples qui se séparent à la fin de ce truc-là. Mais posez-vous la question dans cette deuxième langue. Tout simplement parce que généralement, dans votre deuxième langue, vous disposez de moins de mots. Le bilinguisme, c'est une sorte de fantasme neurologique, ça n'existe pas vraiment. On a toujours une langue plus forte que l'autre. Et la deuxième langue, généralement, on a toujours moins de mots à dispo. Et en plus, si votre deuxième langue, c'est l'anglais, généralement, les tournures de phrases sont plus simples, c'est plus direct. Il y a moins de mots à triple, quadruple, quintuple sens, comme en français. Donc là, c'est straight to the point. Vous avez du matériau brut qui vous maintient connecté à la réalité, pour faire simple. Allez, maintenant, on va avec François Sarano. Je ne sais pas si ce nom vous parle. François Sarano, donc c'est une personne avec qui j'ai pas mal échangé, qui était le bras droit du commandant Cousteau. Et François Sarano, il y a un truc pour lequel je milite et dont il est le porte-drapeau. C'est quelque chose qui peut paraître bizarre dans cette société assez agressive. C'est que François Sarano, c'est un vrai gentil. Et il milite pour ça. Il dit, moi, s'il fallait retenir qu'une seule chose de moi après ma mort, c'est « Ah ouais, François, il a été sympa, il a été gentil avec les gens qu'il a côtoyés. » Alors, la gentillesse, à première vue, quand tu fais des sondages, comme celui que j'ai fait auprès d'une population représentative de Français, bon bref, c'est un des trucs les plus ringardisés par la société. Alors, quand tu vois qu'en numéro 3, tu as la courtoisie, bon, tu poses une question sur la société, bref. Et quand tu fais un autre sondage et que tu regardes quel est selon les Français, le type de personnalité que la société actuelle promeut de promouvoir le plus, sur ces 6 personnalités, tu vois qu'en fait, elle est tout derrière. Et les 3 premières personnalités qui, entre guillemets, réussissent dans les organisations, en tout cas dans notre imaginaire partagé, c'est ce qu'on appelle la triade noire, qui porte bien son nom, hein, un truc un peu comme ça, très dark, personnalité narcissique, machiavélique, psychopathique. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est pas vrai. Alors oui, on le ringardise. Oui, il y a Charles Ingalls avec les belles bretelles. Alors généralement, quand je parle de ça, je mets les bretelles à la Charles Ingalls. Oui, il y a le serre-tête de Wonder Woman. Oui, c'est François le Français, bleu, blanc, rouge, machin et tout. Et c'est vrai que derrière, on a face à eux des représentations des héros négatifs qui sont super hype. C'est des hit boys, c'est des hit girls. On associe le pouvoir, l'argent, la réussite à ces personnes. Mais en réalité, c'est pas ça. Quand tu manifestes de la gentillesse de manière récurrente, c'est-à-dire tu vas peut-être ouvrir un moment ton réseau, sur LinkedIn par exemple. Dans le métro, moi je suis toujours halluciné quand je vois qu'il y a une vieille dame ou qu'il y a un papy ou quelqu'un qui est handicapé, que personne en fait se lève, toi, ou des gamins de 15, 16 ans, personne ne le fait. Bref, des choses aussi simples où tu aides à traverser, où tu réponds, ou ne serait-ce que dire bonjour, au revoir, merci. Tu vois, le béaba du truc. Ça aussi, c'est une espèce en voie de disparition. Hein. Parce que quand tu dis bonjour, tu places une intention. Je te souhaite une journée bonne. Un truc positif pour toi. Déjà, ça met les gens dans des bonnes dispositions. Quand tu ne le fais pas, il y a des études qui te montrent que tout de suite, généralement, dans la relation, dans l'échange que tu as avec l'autre, tu pars sur quelque chose de négatif. Donc, c'est comme si tu ouvrais un compte à la banque et tu es tout de suite en solde débiteur, en fait. Tu payes derrière des pénalités psychiques. Il se trouve que les personnes qui sont donc gentilles, qui adoptent des comportements gentils, sécrètent plus d'ocytocine, ça vous parle, hein, cette fameuse hormone du bien-être chez les mammifères, qui te permet de voir la vie un peu plus en rose, pour reprendre l'expression de Pierre Dac. Tu sécrètes moins de cortisol, 23% de moins d'hormones de stress que la moyenne. Tu as une espérance de vie qui est prolongée si tu délivres au moins 6 actes de gentillesse par semaine.
ton espérance de vie, elle est méga boostée. Tu augmentes la qualité de la relation à l'autre, tu es en règle générale en meilleure santé, etc., etc. Et chose extraordinaire, contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'à peu près 40% de la population, après ça varie d'un pays à l'autre, est composée de vrais gentils. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des gentils, c'est juste qu'ils n'ont pas encore pris conscience du truc, mais de vrais gentils qui pratiquent au quotidien la gentillesse. Tout ça pour dire que Darwin, en réalité, il avait raison quand il disait que l'empathie, la bienveillance et la gentillesse, c'est une caractéristique très prononcée dans le genre humain. Allez, Alban Michon, je continue avec lui. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu dans 7 à 8, c'est un explorateur sous la glace qui va prélever comme ça du plancton pour rendre compte du réchauffement climatique, etc. Et lui aussi, il a un niveau d'intelligence émotionnelle très élevé. Et il se trouve que quand il y a un problème dans sa vie, il ne le fuit pas. Autre caractéristique des émotionnellement intelligents, il pratique un petit peu ce que font quasi toutes les personnes qui se sont échappées, ou en tout cas avec une issue favorable, lorsqu'ils se retrouvaient face à un lion. Quand tu es face à un lion, tu fuis pas. Parce que si tu fuis, tu lui tournes le dos, en fait, tu es tout de suite placé dans la position de la proie. Tu es en position de faiblesse, en plus, tu n'as même plus d'axe visuel. Il te lacère le dos, et puis c'est fini. Alors là, j'assure pas le SAV de ce que je vais lui dire, que ça va forcément vous garantir la survie face au lion. Mais en tout cas, les gens qui ont survécu à des confrontations directes avec le lion ont toutes fait ça. Et ce qui marche le plus face à un lion, c'est de lui faire face. C'est d'augmenter ton amplitude. C'est d'aller vers le problème. Tu marches vers le problème et en plus, Francis Huster rentre dans ce corps, tu hurles, tu cries, tu montres que tu as de la voix. Tu es imposant. Eh bien, en faisant ça, tu augmentes la probabilité que le lion ne te considère pas comme une proie, mais plutôt comme un prédateur. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Quand Alban Michon, il va aller faire des expéditions sur les 2 pôles, le Groenland, enfin, peu importe, il ne va pas voir son banquier en se pliant en 12, tu vois, Quasimodo, et on dit « Ah, mais voilà, il faudrait peut-être que, excusez-moi, s'il vous plaît. » Non, il va voir son banquier en lui disant « Écoute, mon grand, je vais te sortir de... » Alors, attention, j'ai rien contre les banquiers. Okay. Je vais te sortir de ta condition de banquier où tu t'emmerdes comme un rat mort, hein, je reprends ces expressions. On va avoir un vrai échange. C'est-à-dire que quand moi je serai en expédition, on va faire des calls, on va se faire des zooms avec le téléphone satellite, le machin, tu vas avoir des ours polaires, ça va te sortir de ton petit train-train. Donc c'est du win-win, tu me donnes de l'argent, je te donne du rêve. Et c'est comme ça que ça se passe. Et dans la vie, on ne fait pas assez ça. On est souvent en posture basse, on subit le truc. Hein, c'est Gollum, hein, mon précieux, on a dit, on est comme ça, on est ratatiné sur soi-même. Bah, quand tu es en PLS psychique, bah, tu peux que te prendre des coups. Quand tu te déploies, ben, c'est toi qui en donnes. Donc ça, c'est une première chose. Tu avances vers le problème. Autre chose, en lien avec ce que dit Alban Michon, mais aussi ce que disent Nando Parado. Alors lui, j'adore. Nando Parado, c'est un des survivants, un des miraculés des Andes. Vous vous souvenez, là, ça vous parle, ça, dans les années 70, ce crash... Oui, j'ai une petite tendance sur les crashs d'avion. Crash d'avion, équipe de rugby. Donc c'est un des survivants et c'est lui qui a traversé, avec son binôme, la moitié de la cordillère des Andes pour aller chercher les secours au Chili. Et les autres, pour survivre, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mangeaient, en fait, des copeaux de chair humaine, des copains... Ouais, c'est un peu dégueulasse, comme ça, le matin, de bonne heure. Mais c'est ça. Donc Nando Parado a vécu des trucs un peu forts. Et lui, c'est celui qui a inspiré Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones. Il s'appelle Ivan Sprach. Il découvre encore des cités mayas. C'est un des plus grands explorateurs, archéologues vivants. Et d'ailleurs, il a cet accoutrement. Donc quand je lui dis, tiens, tu ressembles vachement à Indy, il me dit, non, c'est lui qui me ressemble, en fait. Et eux ont ce type de philosophie. Et c'est des personnes avec des niveaux d'intelligence émotionnelle supraélevés parce que des expériences de vie les ont aussi façonnés comme ça. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'au final, il n'y a pas de problème. Alors là, celui-ci, on va se le répéter 10 fois avant de dormir ce soir, okay, surtout dans le pays de Descartes. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et là, je vous renvoie à la stat que je vous partageais précédemment, que 9 angoisses, 9 peurs, souvent intimement liées à des problèmes qu'on se pose sur 10, c'est du fake. C'est bullshit.
C'est faux. C'est juste énergivore. Mais nous, on s'encombre, on rumine ces choses-là. Quand à un moment, tu n'as pas de solution, c'est que ce problème-là, tu te l'as inventé, en fait. Tu passes à autre chose. Alors celui-ci aussi, il faut encore se le répéter quelques fois. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Depuis à peu près 7-8 ans, vous avez tout un tas d'études en neurosciences sociales publiées dans des top revues académiques qui viennent démontrer ça, qui apportent des évidences à ça. Parce que si tu réfléchis trop, c'est ce que démontrent ces études, en réalité, tu t'éloignes de tes préférences et de ce qui est essentiel et fondamental pour toi. Ça va d'un choix d'un pot de confiture à un choix de vie plus important. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir au sens traditionnel du terme. Quand tu es émotionnellement intelligent, ton cerveau processe en quelques millièmes de seconde l'information émotionnelle. Parce que l'émotion, c'est une information. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse que je partage avec vous, parce qu'il doit y avoir des gens un peu plus sensibles que la moyenne dans la salle, et je le dis vraiment pour ces personnes-là, tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Donc, je le redis une deuxième fois, c'est pas parce que tu es angoissé, c'est pas parce que tu es nerveux que tu dois te définir comme ça. L'émotion, c'est une information. Alors oui, elles peuvent venir plein de fois en soi, mais il y a des méthodes aussi pour canaliser tout ça, pour apprivoiser tout ça. Donc tu n'es pas l'émotion que tu ressens, parce que souvent, ça peut venir heurter les gens. En fait, et ça, les individus émotionnellement intelligents l'ont compris, on est un accident. Genre humain, on est un accident. Là, il y a quelques années, moi j'ai échangé beaucoup, il devait préfacer un de mes bouquins, ça s'est pas fait parce qu'il y a la maladie avec Stephen Hawking, avec des gens comme ça. Je bosse avec pas mal de médaillés Fields, avec qui j'échange, avec des mathématiciens de très haut rang, des astrophysiciens, et tous ont cette capacité à finalement relativiser tout ce qui arrive en disant, mais en fait, en réalité, les grands gagnants du loto cosmique, si je reprends les expressions de Stephen Hawking, c'est nous. On s'en fout de gagner à l'euro-million. La probabilité déjà qu'on soit qui on est, elle est déjà extraordinaire en fait. Si on rembobine le film de l'évolution de l'espèce humaine, on revient au point H, on reconstitue les mêmes conditions, la probabilité est juste extraordinairement élevée que jamais l'espèce humaine n'apparaisse sur Terre en fait. Donc on est hyper chanceux d'être des bipèdes capables de socialiser, d'aimer, de s'émouvoir, de plein de choses en fait. Et ça, beaucoup s'en rendent pas compte. Quand tu as un coup dur, tu peux dire, mais en fait, quelque part, je suis l'élu en fait. Notre espèce, elle a une chance folle d'exister. Et à nouveau, on a un CDD de vie sur cette petite boule bleue. Qu'est-ce que t'en fais ? Moi, je vois trop de personnes qui, à 50 ans, regardent dans le rétroviseur de leur vie et ne voient que de la crasse. Ah oui, mais alors pour arriver là, j'ai écrasé, j'ai ceci, cela, j'ai imposé, j'ai manipulé. Ces personnes à 50 ans, souvent 50 ans, c'est là où tu as généralement les pics de burn-out. C'est là où tu conscientises un peu ce que tu as fait versus ce qui te reste encore à faire. Et ces personnes-là, à un moment, elles ont une image d'elles qui est totalement détériorée et c'est là qu'elles sombrent. C'est là que tu les retrouves dans des cliniques privées en Suisse, dans des postures pas ouf. Perte de poids, perte d'estime de soi, difficulté à la phonation, désocialisation, etc. Bon, bref, accélération de la décrépitude. Ouais, c'est comme ça. Donc on est le fruit d'un accident et on peut être content de ça. Et il y en a un qui l'a compris, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un des grands témoins du dernier livre sur la chance, qui s'appelle Damien Meurice. Et il se trouve que Damien Meurice, il y a 2 dates qui le caractérisent. Alors normalement, ça doit vous parler. Vous avez le 13 novembre. Donc ça, c'est Bataclan. Donc il est dans la fosse ce jour-là. Donc il essuie les tirs des Kalachnikov. Il se retrouve, donc il me raconte toutes ces scènes sous des corps morts, etc. Mais il survit à ça. D'accord ? Sauf que
3 ans plus tard, un 11 septembre 2018, eh bien là, il lui arrive un truc. Donc il rentre d'une répétition avec son groupe de rock. C'est un fan de rock. Et il prend sa titine, c'est comme ça qu'il appelle sa voiture. On est tard le soir. Et là, blackout total, on ne sait pas ce qui se passe. La bagnole fait plusieurs tonneaux. Il se réveille, la face contre la poussière, paralysé des 2 jambes. On lui annonce qu'il ne retrouvera plus jamais l'usage de ses 2 jambes. Et là, Damien Meurice, un espèce de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pensée résiliente, un réflexe de survie qui lui fait dire, ou qui lui fait se poser la question ultime, ou l'ultime question. Et cette question, je la partage avec vous et je vais vous partager sa réponse. Cette question, c'est la suivante. Qu'est-on prêt à perdre dans la vie ? Il se trouve que les personnes émotionnellement intelligentes, lorsqu'elles sont bousculées, qu'il leur arrive un truc, alors après, elles n'utilisent peut-être pas forcément ces mêmes mots-là, mais l'idée est la même, elles se posent question de ce type-là. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans la vie ? Et je vais vous partager sa réponse. Et moi, ça me bouleverse à chaque fois de partager ça parce que je connais sa vie, je vois comment il s'en est sorti. Mais Damien, il m'a dit la chose suivante. Donc là, c'est lui qui parle. Quand je me suis posé cette question, je me suis dit, en fait, je ne suis pas prêt à perdre mes 2 mains. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Il dit, j'étais pas prêt à perdre mes 2 mains parce qu'en fait, moi, j'ai la musicalité en intraveineuse. Ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est ça. Et chaque fois que j'ai un coup de blues, c'est un joueur de gratte, je joue de la guitare et c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Ma guitare, c'est ma psychothérapeute. Et donc, je n'suis pas prêt à perdre les 2 mains. Il continue, il dit, je ne suis pas prêt à perdre la tête, en fait. J'ai trop de gens autour de moi avec des maladies neurodégénératives du type Alzheimer, etc. Où à un moment, quand tu rentres dans ce circuit-là, la vie n'a plus le même goût et la projection vers l'avenir est quasi inexistante à arriver à un certain stade. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, la seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes. Basta. Et le type, il est passé à autre chose. Tout ça pour dire que dans une société où on veut totalement supprimer, alors là, on a un rappel d'actualité qui nous montre qu'on est mortel, mais on est quand même dans une société où globalement, on veut éliminer la mort, en fait, ou le rapport à la mort, quasi de manière totale. Il y a même aujourd'hui des enterrements, des machins, tu n'as plus accès à certains trucs, on t'éloigne de la personne, bref, on essaie d'avoir un individu augmenté pour pouvoir remplacer plein d'organes. Il y a plein de travaux, de recherche là-dessus pour augmenter l'espérance de vie. Bref, sauf que tu ne peux pas prendre la mesure de la vie si tu ne goûtes pas un moment à la mort. Les 2 sont intimement liés. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu supprimes la mort de ta façon de penser, tu supprimes le deuil, la phase de deuil. Et il se trouve que dans nos vies, si tu n'es pas capable, on parle de capacité mentale, de faire des macro-deuils, comme notre ami Damien, parce que c'est un macro-deuil, de se dire « j'abandonne mes jambes », ou dans notre vie de tous les jours, des micro-deuils, en disant ça, oui, quand je dis oui, je dis non à quelque chose d'autre, mais bon, il faut quand même que je décide. On est dans une société où on ne décide pas assez. Eh bien, si tu n'es pas capable de ça, eh bien, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas te mettre en mouvement. Et tu ne peux pas transformer le négatif en positif. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses.